Et je me demande, est-ce que ça, c'est une phase de transition? On passera à une autre phase où euh, tout le monde aura des références claires et tout le monde pourra s'orienter dans un monde avec beaucoup de, entre guillemets, des petits dieux, des petits pères qui ensemble, collectivement, organisent la vie de tout le monde et tout le monde peut se repérer. Alors ça, c'est le scénario positif. Ou est-ce qu'on tombe dans le pessimisme des Husserl qui disait, là, on a perdu les codes de compréhension, on ne peut pas formuler de nouveaux codes de compréhension et on ne peut plus revenir en arrière. Ça, c'est le scénario négatif. Messieurs. Ah, je vous laisse répondre. Pas facile, hein? Mais écoutez, si, c'est pas, si, je pense que ça dépend de ce qu'on va en faire. Mm. Et ça dépend de ce que nous aurons, nous, comme, comment nous allons, à quelle sauce nous allons nous-mêmes être mis. Parce que actuellement, il se passe avec l'intelligence artificielle, l'informatique, toutes ces choses-là, vous savez bien vous percevez bien, enfin moi en tout cas je le perçois parce que je n'aime pas ça du tout, ces choses-là. Comment ça me possède de moi-même? Comment dans ces affaires-là, je suis obligé d'aller m'engouffrer là-dedans, parce que sinon maintenant il n'y a plus moyen d'avoir une réponse, mais c'est quelque chose où je suis en train de perdre ma corporéité, où je suis en train de perdre mon engagement subjectif. Si c'est ça qu'on met au programme, et je crains que pour la suite, on risque d'avoir affaire à ça, ça va nous poser l'émergence d'une nouvelle économie psychique qui ne sera plus une économie désirante, ancrée mais qui sera une économie de jouissance. Ce sera le, le- le critère de la satisfaction qui va venir servir là où avant il y avait la question de la vérité, de son désir, il y avait la question de plein de questions comme ça. Aujourd'hui, ce sont les fake news, justement. On peut tout à fait régler ça comme ça. Donc, je crois qu'il faut avoir très au clair, et je suis incapable de le faire actuellement correctement aujourd'hui, hein, mais essayer d'avoir de plus en plus au clair. J'y travaille avec d'autres, plus spécialistes que moi là-dedans, pour essayer de comprendre, mais quel sujet sommes-nous en train de produire? Qu'est-ce que c'est comme situation? Il faut avoir clair là-dessus. Ça va changer quelque chose si on se laisse aller à cette nécessité impérieuse d'en passer par la communication pour essayer de tout régler et pas par des prises de parole, c'est pas la même chose. Bon, ben, il y a plein de choses sur lesquelles on peut échanger là-dessus et je pense que nous allons avoir des difficultés. On va avoir des difficultés parce que des choses même surprenantes. Enfin, écoutez, pour le moment, vous mettez les informations à la télévision. Moi, je regarde faire, en général, je regarde à 1 heure France 2, même de chez moi à Bruxelles. C'est fou, mais tous les jours, il y a des meurtres, il y a des attaques de couteau, il y a le poignard qui devient un instrument d'agression comme les avant je ne sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas des poignards comme ça à tous les coins de rue. Bon, le jeune qui sort de chez lui parce qu'il a été frustré radicalement devant son jeu vidéo et qui doit absolument trouver de quoi se débarrasser de la force pulsionnelle qui est en lui, il prend un couteau pour se faire, il rencontre sa voisine hurle parce qu'elle le voit arriver, et du coup il la tue. Enfin, c'est ahurissant ce qui est en train d'émerger comme ça, donc il faut faire attention. On a installé des structures, mais si vous mettez des structures symboliquement limitantes, vous allez vous faire très mal voir. Vous êtes considéré aujourd'hui comme très négatif si vous faites ça. Donc, si vous ne partagez pas le fait qu'on puisse changer de genre comme ça, c'est-à-dire que tout ça soit possible sans aucune difficulté, vous êtes un vieux, ce que je suis de toute façon, ringard, admettons, d'extrême droite, si pas fasciste, on y va carrément à toutes les sauces pour essayer de faire sauter tout ce qui fait verrou, mais verrou structurant, qui était structurant. Donc, nous perdons beaucoup de choses là. Nous sommes dans un moment difficile parce que nous n'avons pas les moyens de riposter. Autrement qu'à titre collectif, et ce titre collectif, c'est pas nous qui décidons de toutes les caméras qu'on met et tout ça, mais en attendant, c'est en train de se mettre à tous les niveaux. Donc, je ne sais pas quelle subjectivité on va créer. Est-ce que ce sont des gens qui auront encore une constitution subjective? C'est pas sûr. Ils seront Ça, c'est pas capables. positif, ça, hein. Bon.
pour assister, et là ça parlera à tout le monde, assister à des synthèses où il est souvent question de cette expression, il ou elle recherche les limites. Et là, souvent, on peut s'arrêter simplement à ce constat, il cherche les limites, il cherche les limites, il va chercher les limites. Mais si on pousse tout de même plus précisément ce que cette recherche de limites implique, c'est que tout simplement la clinique de ces personnes, des jeunes gens, demande quoi? En tout cas, c'est qu'on a toujours entendu le mot chercher les limites, c'est que bien souvent, c'est le constat que ce sont des jeunes gens qui ne savent plus comment se définir grâce à ces limites, parce qu'il faut tout de même reconnaître que limite veut dire différentes générations, différence de place dans les familles, différence de sexe, et cette question nous est posée en plein. C'est pas simplement la recherche de limites, c'est simplement l'interrogation en disant donnez-moi, vous, les autres, la définition possible de quelque chose sur lequel je peux m'appuyer pour me définir en retour. C'est une véritable question qui nous est posée. Donc, c'est bien que cette espèce d'absence de limite, ce que vous montriez dans votre livre Un monde sans limite, c'est véritablement plonger les jeunes gens dans un monde où on ne fait plus du tout de distinguo et que quand on vient au monde, bien entendu, on attend de l'autre des éléments de retour qui viennent nous définir. On n'est pas défini de naissance. C'est pas possible et c'est pas vrai. Cliniquement, c'est faux. Donc, cette recherche de limite, elle est manifestement une espèce de magnifique question qui est donnée à ceux qui est projetée vis-à-vis des autorités en disant cette limite-là, elle n'est pas d'autoritarisme avec de jouissance à écraser l'autre, mais en retour, tenter de se définir par la réponse attendue de façon impatiente par les jeunes gens qui viennent effectivement dire à quoi je ressemble. À quoi je ressemble? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'est arrivé? La plupart des jeunes gens dans les synthèses, on assiste à quoi? On assiste à des jeunes gens, enfin, concrètement, qui sortent d'une situation où, on le dit à notre façon, c'est une ambiance incestuelle, où une jeune fille ou un jeune homme s'est extrait d'une situation où il perdait son latin et qu'il fait appel à l'autorité pour sortir de cette affaire. Bien entendu, quand il y a deux retours, et qui est très attaqué, il y a le repérage de quelque chose qui est annihilé, c'est sa défense, c'est sa définition personnelle, mais il tourne parce que céder sur cette jouissance incestueuse dans laquelle il a été élevé n'est pas non plus aisé, et que c'est tout un travail de symbolisation qu'on lui demandera de faire. Donc, ce mouvement-là, c'est un mouvement qu'il faut effectivement accorder, vous le dites parfaitement dans ce livre, et que si on ne les accompagne pas, ces jeunes gens qui demandent à ce qu'on puisse effectivement exercer notre possibilité de nommer, bien entendu, l'affaire, parce qu'en retour, il est attendu une définition de l'être qu'il est au monde. Ça, c'est évident. Je vais rebondir, j'essaie de faire le lien. Je me permets, en revenant sur la pratique éducative qui est mon cœur de métier. Euh, oui, beaucoup de jeunes sont en recherche de limites, de ce que c'est la loi symbolique. Et cette loi symbolique, y compris dans la rue pour mes collègues éducateurs de prévention spécialisés, je leur dis souvent, hein, vous n'êtes pas représentant de la loi, mais vous devez l'incarner. C'est comme ça que je leur exprime les choses. Euh, Ça, c'est important, mais ça se fait qu'à travers des professionnels qui incarnent quelque chose, hein. Faut-il encore qu'ils soient soutenus par le discours institutionnel dans cette manière d'incarner? Et alors là, je vais essayer de dire quelque chose. C'est pas par la protocolisation qu'on y arrive, ça. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, c'est l'inverse. Parce que si on protocolise tout, et là, on a des éléments de résistance à avoir. C'est de l'imaginaire, le protocole. Ça fait croire que on se lave les mains. Et après, je vais aller un peu plus loin. Mais ça fait croire que à chaque problème, il y a une solution qui se décline en étapes. Or, c'est pas ça qu'ils cherchent, les jeunes. Ils cherchent à s'adresser à un éducateur ou à une éducatrice qui leur envoie quelque chose de ce que eux, ils ont intégré. Ça s'appelle la transmission. Voilà. Comme un père ou une mère transmet quelque chose de lui-même sans le dire. Voilà. Ou en le disant à moitié, en étant avec.
C'est pour ça que je défends tant le temps partagé, que je suis fâché après l'idée que les éducateurs seraient des coordinateurs. Les éducateurs, c'est des éducateurs et des éducatrices. Et des éducateurs et des éducatrices, ça transmet. Voilà. Ça accompagne, ça partage du temps. Voilà. Et c'est dans ces moments de partage du temps où on a l'impression que rien ne se joue, que tout se joue pour l'enfant. Parce qu'il va chercher quelque chose qui ne se dit pas, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et il n'y a pas... Parce que je vois souvent dans des structures, on trouve un problème, on va faire le protocole qui va répondre au problème. Mais c'est jamais le même problème, en fait. Parce qu'il n'y a pas un sujet pareil. Par contre, c'est la même question qui se pose, qui est de qu'est-ce que j'interroge chez l'éducateur ou l'éducatrice. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. Donc, méfions-nous, résistons un peu à cette idée sociale qu'il faudrait une réponse à tout. On en parle assez souvent hein, avec Jean-Pierre. Une réponse à tout et une réponse à tout qui rentrerait dans des protocoles. Ça rassure tout le monde, ça ne fonctionne pas. Parce qu'un protocole, ça s'évalue bien, en fait. C'est facile, on coche. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit post, un peu agacé, il faut le dire, mais il est gentil, hein, sur les référentiels. Je suis sur LinkedIn et je ne peux pas faire un jour sans qu'on me dise comment je dois travailler, quoi. Des référentiels, mais il n'y en a pas un d'entre vous qui les connaît, référentiels. Vous en connaissez un, deux peut-être, et encore. J'aimerais bien lever la main, dire qui connaît le référentiel, la bienveillance. On fait même des référentiels dans les EHPAD, ça a vachement bien marché, pour être bienveillant envers les personnes. Mais non, mais tant qu'on n'aura pas expliqué ce que c'est être bienveillant et que des chefs de service n'ont pas travaillé cette question-là avec des éducateurs ou des. Voilà, ça ne marchera pas en fait. Il faut qu'on en parle. C'est ces temps-là qu'il faut qu'on est bienveillant. C'est pas le fait de suivre à la lettre voilà. Je suis pas contre les protocoles, hein. Les protocoles, je vois monsieur le directeur général, je suis pas- les protocoles, pour moi, c'est fait pour nous délester de l'accessoire. C'est pour penser vite, rapidement. C'est pas fait pour réfléchir. Donc, si tout est protocole, on réfléchit plus. Hein, c'est assez logique, hein. Hein, on applique. Et si on demande à des éducateurs d'appliquer, on les évite de ce qu'est leur métier. Il faut qu'ils vivent leur métier. Ah, rigoureux, hein? Oui, Les travailleurs sociaux, moi je suis psychologue, hein. oui. Les psychologues, les jeunes psychologues, c'est pareil, ils n'ont plus de formation. Justement, ils ont cette formation que vous décrivez, c'est-à-dire qu'ils ont euh, euh, qui les empêchent de penser la clinique à tous les niveaux. Bah, je suis d'accord. Sur une situation où d'un côté, le social sans plus, pour aller vite, pour faire des gains d'argent. Et en fait, nous, on est dans un temps long, les anciens qui avons expérimenté la psychanalyse ou un travail personnel suffisant, vous voyez. Et là, on se heurte à quelque chose qui est aussi du côté de la confrontation in situ entre professionnels. C'est-à-dire, c'est pas simplement la question de l'autorité du social qui est, c'est aussi qu'est-ce qui se passe dans nos professions qui est en train parfois de se pousser à l'extrême, de essayer de remettre un cadre. Et en fait, on voit bien que ça marche pas. Et là, il y a une vraie réflexion, il me semble, au niveau de l'institution, C'est pour ça qu'on peut en faire quelque chose, je crois, madame. C'est que, vous voyez, reprenons l'histoire du protocole. Moi, je pense que faire autorité, c'est pas se référer systématiquement au protocole. Ça, c'est se dédouaner de la question d'autorité. Faire autorité, c'est réfléchir avec ses collègues et dire là, moi, je décide. Pour moi, c'est ça, faire autorité. Mais en expliquant, on peut plus faire autorité. Comme je disais, quand j'ai commencé, bon, mon chef, il a dit, je fais, quoi. Hein. Maintenant, les collègues, et tant mieux, moi, je trouve qu'on a des jeunes collègues qui viennent interroger les pratiques et c'est bien. Mais j'étais encore ce matin avec mes collègues, mais ils ont soif de discussions comme ça, hein, mais qui sont en dehors de l'organisationnel. Voilà. Moi, ma conception de chef de service, hein, c'est ne pas faire que de l'organisationnel, c'est de faire de la clinique, c'est de faire du symbole, de faire vivre cette question symbolique. C'est qui tu es ou qui tu es en tant qu'éducatrice, en tant qu'éducateur auprès des jeunes. Parle-moi-en, sans culpabilité, sans penser que tu vas mal faire. Parle de ça, parce que c'est ça qui va te faire vivre auprès du jeune ce qui fait que ça va accrocher en fait, et qui va venir chercher quelque chose en toi. Je sais pas, mais moi je suis un optimiste là. Oui, mais il faut qu'on le défende collectivement. Je suis directrice aussi d'un petit service de la Fondation Gaspizzer qui n'a pas été nommé. Nous avons aussi des réflexions de ce genre-là.
Bon, moi, j'ai une formation de psychologue et effectivement d'analyste. Ce qui est compliqué dans cette histoire de fonction paternelle, c'est effectivement la fonction paternelle, mais de la même manière, j'ai envie de dire, il y a une fusion entre la toute-puissance maternelle et ce que sont vraiment les mères qui portent quand même. C'est exactement Oui, tout à fait. et sans doute, ça a créé des confusions au plan sociétal au niveau des identifications. Il y a un trouble. Alors, on est passé d'une société effectivement très, très genrée à quelque chose de plus narcissique, c'est ce que vous soulevez avec puissance. Et c'est pas forcément du côté simplement maternel. Je crois qu'il faut qu'on soit prudent sur les optimismes, parce que pour les jeunes, justement, qui n'ont pas fait toute ce travail de réflexion avec quelques appuis théoriques, ils sont perdus. Bon, ils savent plus sur quoi s'appuyer. Et là, je crois qu'il faut vraiment, faut partir presque à la base. On a l'impression qu'il y a un travail groupal avec des choses à faire très, très élémentaires pour les professionnels. Oui, mais ce sont des choses extrêmement importantes qui se sont passées euh, lorsqu'on a discrédité comme ça le patriarcat et avec lui la fonction paternelle. Parce qu'effectivement, du coup, la mère se retrouve en position de prendre tout sur elle. Et c'est une impasse pour elle, bien sûr. D'ailleurs, c'est une souffrance aussi pour elle, hein, parce qu'elle n'est pas aidée quand elle ne peut plus compter sur quelqu'un d'autre. Euh, Fils de père, hein, ça peut être n'importe quoi. Oui, peut être le travail. Qui soutiennent ça, et qui soutiennent ta position. Dans le livre avec Hérali que vous avez, oui, Hérali m'a intéressé, ce sociologue, en me disant, nous sommes dans une société d'élection. Et il voulait dire déflexion. Et il voulait dire simplement qu'aujourd'hui, de moins en moins de gens assument de dire, eh ben moi je crois que c'est comme ça. On dit, non, c'est comme ça parce que là c'est comme ça. Non, c'est comme ça parce que quelqu'un d'autre l'a dit ailleurs. Et donc, on ne se rend pas compte à quel point ça veut dire du coup qu'on refuse d'être un lieu d'adresse pour l'adolescent. L'enfant a besoin dans sa famille de rencontrer des parents qui soutiennent quelque chose de leur propre position à eux. C'est comme ça qu'il se transmet le fait que j'ai le droit de prendre une position et de penser pour moi comme je le crois. Et justement, c'est une grande difficulté, ça, aujourd'hui. Et voilà, les effets sont assez... Vous le percevez bien, ça. Même les politiques n'osent quasi presque plus dire. Je soutiens ça. Ils le sont d'emblée avec plein d'autres en rapport. Et donc, il y a une sorte de... C'est ça qu'il appelle la déflexion, une sorte de lâcheté, si on veut généraliser, sans qu'elle soit morale, il ne faut pas en faire une, une sorte d'absence de... Eh bien, c'est quelque chose qui est l'origine d'une souffrance chez l'enfant. Il y a un film qui est passé, un témoignage sur quelqu'un qui avait changé de sexe, là, une fille qui était venue dire que à 10 ans, 8 ans, elle savait, c'était un garçon. Il y avait eu erreur, tout ce que vous vouliez. Vraiment. À 12 13 ans, l'a signalé, l'a revendiqué, et à 14 ans, a eu des hormones. À 16 ans, s'est fait mastomiser. À 18 ans, s'est tapé une déprime canon. Et à 21 ans, mais 21 ans maintenant, à l'âge qu'elle a, maintenant, elle reconnaît qu'elle s'est complètement trompée. Détransitionnelle, donc. Mais le problème, c'est pas ça. C'est ce qu'elle dit au moment où elle a commencé à dire les choses. Elle dit, quand je les ai dites, j'étais sûr de moi. Il n'y avait pas moyen de s'opposer à ce que je disais. Je le pensais jusqu'au bout. Ça devait être comme ça. Et rapidement. Et vite. Bon. Elle parle de ça à ses parents. Ce que la mère répond, c'est de dire, oh là, ça c'est une question de spécialiste. Et ce que le père répond, il répond rien du tout. Bon. Donc vous voyez ce jeune qui trouve cette solution-là et qui ne rencontre plus personne pour venir faire objection, non pas en tant que telle, mais objection de telle sorte qu'on puisse au moins en parler, réfléchir, etc., etc. Ah ben non, c'est passé au bleu. Et du coup, voilà un peu la situation de pas mal de jeunes aujourd'hui qui, au niveau de leurs parents, c'est pas le cas, j'imagine, de beaucoup de gens ici, mais parce que vous êtes sensible d'emblée, mais on a des endroits où on le sent comme ça. Oui, oui.
Je m'arrête. Allez-y. Excusez-moi, je suis ni éducatrice, ni psy, ni rien. Ouais. Donc, je vais certainement poser une question idiote, mais est-ce qu'on pourrait substituer fonction maternelle et fonction paternelle par fonction parent 1 et parent 2? En tout cas. C'est une question de faire des choses comme ça. C'est pas rien d'arriver à ne plus permettre qu'il y ait père et mère dans le vocabulaire utilisé. Vous m'avez fait tantôt cette liste de mots interdits, mais il y a implicitement dans nos sociétés des mots interdits, comme père et mère ne peuvent plus fonctionner. Là, je montre, c'est dans le numéro récent du numéro 1. Ce sont là tous les mots que la nouvelle administration Trump interdit à l'administration d'utiliser. Et c'est maladie mentale, c'est des mots tout à fait fondamentaux qui questionnent les chercheurs, qui questionnent les personnes qui parlent entre eux de certains points fondamentaux. Tout ça est interdit, donc du coup, ça a une incidence sur la pensée, qui fait que les chercheurs eux-mêmes y trouvent, enfin c'est d'ailleurs le titre de ce numéro que je vous engage à lire, va-t-il tuer la pensée? Et donc, quand on change les mots, bien entendu, on influe sur la pensée, donc voilà. C'est bien la phrase de celui qui a fait le LDI. Bon, je vous laisse chercher. Oui. Non, peut-être que je peux vous dire, c'est on a eu cette discussion-là. Moi, j'utilise la notion de figure d'attachement beaucoup parce que ça peut être le papa, ça peut être la maman, ça peut être la maman. Voilà, on est dans une évolution des sociétés, c'est évident. Et ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'altérité. C'est que ce soit pas deux mamans pareilles ou deux mamans qui occupent une fonction maternelle. C'est ça que, voilà, moi c'est ma position. On voit bien, mais même dans un couple, on va dire dans un couple hétérosexuel classique, famille nucléaire, il peut y avoir deux fonctions maternelles et c'est catastrophique. Ou deux fonctions paternelles d'ailleurs, et c'est catastrophique aussi. L'idée, c'est que s'articulent ces deux fonctions. Hein. C'est ça, en fait, en tout cas, ce qu'on a pu essayer de montrer. Il ne s'agit pas d'aller à l'encontre des organisations sociales telles qu'elles se pensent. C'est plutôt ça. Elles ont toujours, moi, je le dis à un moment dans le livre, les familles, elles ont toujours changé, en fait. Hein. Voilà. En revanche, euh, cette revendication de changer les choses ne doit pas nous dédouaner d'une réflexion sur ce dont a besoin un enfant, au nom de l'adulte. Je donne un exemple, moi, un moment, enfin, toutes les légitimités ne sont pas autorisées, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des légitimités qui s'opposent. Qui décide dans ces cas-là? Qui décide? Bah, il faut un tiers pour décider. Voilà. Et ça, c'est vrai à tous les niveaux. C'est au niveau de la famille, mais c'est vrai dans une équipe. Je vais vous parler de mon métier que j'adore. Mais quand on est chef de service et qu'on a une équipe et parmi eux, tout le monde ne pense pas pareil, comment on fait? Moi, je les laisse se débrouiller. C'est au plus fort qui gagne. Ça, c'est l'affrontement. Ou alors je dis, moi, je vais décider un moment. Je vais décider, non pas parce que j'ai raison, mais parce que ma fonction m'autorise à décider. Et je dis même, et j'ai le droit de me tromper. Voilà. Par contre, vous ne pouvez pas me reprocher de m'être trompé. Vous pouvez me dire que je me suis trompé. Vous ne pouvez pas me reprocher d'avoir décidé parce que c'est ma fonction. En revanche, on peut discuter du fait que je me suis trompé. Vous voyez, ça change des choses. Alors ça avant, c'était naturel. C'était ce truc. Hein. Mais maintenant, bah, il faut qu'on explique. Hein. Voilà. N'empêche que la question que vous posez est très pertinente Mm. parce qu'elle vient interroger quelle place donnons-nous à la langue? Il y a par exemple, il y a beaucoup de psy qui aujourd'hui disent il faudrait plus appeler père pour ne pas avoir des ennuis avec le père et le patriarcat, il faut appeler fonction tierce. Oui, mais écoutez, qu'est-ce que ça signifie si dans une langue, on en vient à effacer le signifiant père, voire père et mère, plus que parents? Ce sont c'est ce que justement Klemperer dit, la langue elle se modifie et elle change la pensée comme des petites doses d'arsenic. Petit à petit, c'est insufflé dans les affaires et finalement, c'est toute la pensée qui change. Donc, nous devons être très prudents quand nous acceptons de changer parent 1, parent 2, fonction paternelle devient fonction tierce. C'est quand même une manière d'en finir avec la notion de père. Oui. Donc, c'est
C'est ouais, l'expert, oui. Et une autre, ça rejoint ce que vous dites, un autre changement de vocabulaire. Euh, Quand j'ai commencé les études de psychiatrie, il était question de symptômes. Symptômes, c'était quelque chose de fondamental, puisque c'était la production d'un sujet avertissant par un message singulier la position qu'il pouvait avoir à l'égard de la famille, son désir, etc. J'ai vu arriver, effectivement, comme beaucoup, le fait qu'on ne devait plus, paraît-il, dire symptômes mais troubles. Sachant tout. Sachant tout pourquoi? Parce que on n'a plus affaire à cette espèce de légitimité qu'a un sujet de produire un symptôme et de nous l'adresser comme un message à décrypter, qui n'est pas simple, hein. Voilà. Par rapport à des troubles qui vont, enfin, un trouble qui ira sur une cohorte, comme on dit aujourd'hui, d'un mot un peu romain, qui conserve une population, et on oublie effectivement la singularité. Mais dans l'opération, je ne sais pas si vous me suivez, dans l'opération symptômes troubles, on demande non seulement au sujet de bien vouloir abdiquer de sa production, mais à ceux qui vont s'en occuper d'en faire de même. C'est-à-dire que le psychiatre qui va s'occuper du trouble abdique, sans le savoir, de sa subjectivité de pouvoir effectivement entendre correctement un enfant qui va lui adresser quelque chose dans le transfert. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Alors évidemment, ce sont là, ça rejoint un tout petit peu ce qui est en train de se passer. Si on ne peut plus utiliser quelque chose qui, à l'évidence, convient à la population des jeunes humains que nous avons dans les foyers, eh bien, on arrive à ne plus connaître du tout l'orientation qu'on peut avoir, puisque on va devoir traiter à la louche quelque chose qui demande l'individuel. Et c'est beaucoup plus difficile, puisque aujourd'hui, ici et là, tout le monde sait que les finances sont tellement contraintes qu'on ne peut plus envisager une certaine population de spécialistes, de gens qui se sont formés, comme vous dites, à la clinique du symptôme, et on a beaucoup plus aujourd'hui, là, j'ose même pas dire clinique, mais une phénoménologie du trouble qui n'a strictement rien à voir. Ce qui fait qu'il y a des mômes qui se baladent, troubles du comportement. Moi, j'ai vu dans la plupart des jeunes gens que j'ai pu voir dans ma carrière, comme beaucoup ici, le trouble du comportement, c'était à l'évidence quelqu'un qui était psychotique, qui était extrêmement en grande difficulté, avec lequel on ne pouvait pas traiter de la même manière que quelqu'un qui est, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire forcément facile à vivre, une névrose, par exemple. Mais là, ce genre de catégorie, on nous demande, là, dans nos nouvelles nomenclatures, de ne plus nommer les choses. Ça ne va pas. Ça ne va pas parce qu'on entraîne les équipes avec, les équipes de direction avec, et quand on fait valoir cela aux tutelles, on nous regarde comme vous nous compliquez l'affaire. Oui, c'est vrai, mais l'être humain est très compliqué. Très, très compliqué. Et là, on voudrait simplifier. Là, si on simplifie, ben, le réel, dont vous parlez mais d'emblée, fait retour. Et il y a des choses qu'on ne comprend plus du tout parce qu'on n'a plus les outils. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément pertinents, mais en tout cas, qui nous aident un peu à y voir un peu. Et ça rejoint un peu la situation dans laquelle nous sommes. Il a parlé de symptômes, c'est une interrogation, à la fois de la part du celui qui portait le symptôme, mais de celui aussi à qui il l'adressait. Les deux étaient dans une position de subjectivation où ils travaillaient à bon, parler comme on parle maintenant de troubles, amène surtout à ce qu'on va pouvoir les classifier avec une prescription en plus, des flèches, prescription de médication, ce serait l'idéal, et comme ça le problème il est réglé. Bon. Mais évidemment, c'est complètement désubjectivant. Vous l'avez dit d'ailleurs. C'est vraiment voler la subjectivité de celui qui est porteur d'un symptôme. Et ça, on le retrouve. Enfin, moi, je suis psychiatre, hein, ni psychanalyste, mais mes collègues éducateurs, hein,
On a la même chose en fait, hein, quand on a la question avec un gamin, de toujours trouver, de voir toujours une solution tout de suite, et puis face à la solution, un outil, c'est la même logique en fait. Au lieu de poser la question, et on est très rapidement amené à vouloir trouver une réponse avant d'avoir même posé la question en fait. Il faut qu'on se force collectivement à s'interroger, y compris sans réponse. Parce que le fait de s'interroger nous-mêmes, ça permet au gamin de s'interroger sur ce qu'il est et sur ce qui lui arrive. Et ça, c'est de l'éducation, hein. Et pour reprendre, ça c'est le discours de la science qui arrive. Alors je suis pas du tout anti-scientifique, j'adore la science, hein. J'ai même dans mon sac un article de physique quantique pour vous dire tout. Voilà, pour les, pour ceux qui connaissent pas bien, hein. Voilà. Mais ça m'intéresse beaucoup, hein. Mais le discours de la science, regardez ce qui s'est passé avec la question des émotions et des neurosciences. Les sciences, quand je suis arrivé à l'école d'éducateur, on était sur la bonne distance éducative. Au nom de la science. Au nom de la science. Hein, il fallait être en dehors de son objet de travail, il fallait prendre de la distance parce que les émotions, c'était dangereux. C'était l'implication affective des éducateurs et des éducatrices, ça pouvait leur faire perdre, les rendre aveugles, leur faire perdre leur objectivité. Et on était là-dedans. Moi, ma formation, c'était celle-ci. On arrive sur le terrain, tout explose, ça marche pas comme ça, et on apprend sur le terrain que effectivement les émotions, en fait, ça aide. Hein. Investir les gamins dans un foyer, on est dans un foyer là, leur donner un peu d'affection, c'est pas mal. Hein. Hein, ce que demandent beaucoup de gamins, c'est un peu d'amour quand même. C'est juste théorie de l'attachement. Hein. Voilà. Et ben, sauf que pendant des années, on a lutté contre ça. Hein. On a dit aux collègues, les institutions ont dit aux collègues, attention, moi j'ai des exemples terribles, hein. Je ne vais pas les citer là, hein. Mais attention, ne vous investissez pas trop. Hein. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, hein, vous êtes des professionnels, mais ne vous investissez pas trop. Hein. Vous voyez, dans la bonne distance. Les neurosciences arrivent, et moi, ça fait 10 ans que je dis la bonne distance n'existe pas. Hein. Elle n'existe pas. Il y a juste une implication qui doit être réflexive, parce que vous êtes des professionnels. Vous ne devez pas faire n'importe quoi. On ne promet pas n'importe quoi aux mômes, on ne fait pas des fausses promesses affectives aux gamins. Ceci dit, il faut leur donner quelque chose de vous-même. Donc ça fait plus de 10 ans que je dis ça, pas trop entendu, hein, très clairement. Les neurosciences arrivent, et qu'est-ce que nous disent les neurosciences? Allez-y sur l'affection, c'est fondamental, c'est un volet structurant. Et tout le monde y va. Regardez les formations à base de neurosciences, des choses que les éducateurs savaient par intuition, en fait par travail, hein, par l'intuition, c'est c'est une suite de savoir qui se sédimente, voilà, mais qui n'est pas trop bien formalisé parfois, mais c'est pas grave, c'est su quand même. Et il a fallu les neurosciences pour me dire, mais en fait, si, c'est bien les émotions, et vous avez plein de formations sur les émotions. Il faut se faire confiance, en fait, hein. La science ne dit pas tout, en fait. Elle dit des choses, c'est intéressant, il faut s'en nourrir. Mais en tout cas, moi, je m'adresse aux collègues de terrain. Vous avez un savoir, vous avez des connaissances de terrain. Je faisais le calcul avec mon épouse, là, 10 ans de milieu ouvert, 3 500 entretiens éducatifs. Ça représente. Est-ce qu'il y a un sociologue qui est capable de mettre ça en face? 3 500 entretiens éducatifs. Je pense qu'on est légitime, et merci de reconnaître cette légitimité, on est légitime à dire quelque chose de la question éducative. On est légitime. Faut-il encore le formaliser un petit peu après, hein, mais on est légitime. Vous avez des connaissances, vous avez un savoir, et on n'est pas obligé d'attendre à chaque fois que la science nous dise comment il faut faire. C'est pour ça que je suis un peu, que certains référentiels m'agacent un peu de la haute autorité de la santé. Même s'il y a des choses intéressantes, hein, mais on a Pégase, maintenant on a la haute autorité de la santé, je pourrais en citer quelques-uns, hein, mais bon, il y a des choses que vous savez déjà en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler et être rigoureux, hein. Je n'ai pas dit ça. Hein. Est-ce que- Avez-vous des questions à travers ces interrogations? Parce que ça se nourrit aussi de vos approches, hein, et y compris d'ailleurs de des carnets que vous avez en tête ou des événements de pensée qui vous sont venus et qui vous font référence à l'occasion de ces échanges. Oui, allez-y, est-ce qu'on peut revenir sur la planche à roulettes? Oui, Plus fort, c'est sur la planche à roulettes.
L'exemple, la planche à rouler. La pub, d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire, casse sa planche à roulettes. Non, il n'y a que ça. Non. Sauf un autre, je sais pas, les garçons, on va lui en acheter une autre. Enfin, c'est ça. Hein. Non, 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 c'est un jeune homme se trouve en vacances avec sa mère probablement au bord de l'eau. Il persiste à penser que sa planche à roulettes va pouvoir rouler sur le sable. Là, il va s'ensabler. Il n'a pas idée qu'il pourrait peut-être se débrouiller autrement. Donc, sa mère, s'apercevant du désarroi de sa progéniture, conçoit qu'il faut lui faire immédiatement réponse et sur Amazon demande à ce que, et alors là il découvre les joies du surf. Sous sa mère en échec. Comment? Il se trouve sous les yeux de sa mère en échec. Non, c'est pas que ce soit dans le sable ou qu'il est cassé. Non, non, c'est une entrée. Comment? C'est l'entrée. C'est pas, enfin, à mon avis, c'est pas tout à fait ça, mais allez-y, 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 allez-y. Ensuite, Je ne peux pas vous lever, comme ça on entendra mieux. ça verra et on vous entendra mieux. Bon, ok, je n'avais pas très bien compris l'histoire du sable. Je pensais qu'elle était cassée et que sa mère. Non, pas cassée, ils ne peuvent pas rouler, d'accord, j'ai compris. Et c'est une question. Donc, c'est le regard de l'analyste qui veut nous faire, qui nous montre que cette mère n'accepte pas l'échec et la difficulté de son enfance. En gros. Donc c'est ça, c'est le côté. Mais on est aussi quand même dans un système très puissant qui a la nécessité de consommer quand même. Et donc cette mère-là, elle agit quelque chose aussi d'un discours plus global. Oui, non. Oui, non. Non, oui. C'est un discours économique. Et ça, on n'en a pas parlé. Voilà. Donc, c'était juste ça que je voulais souligner. C'est très juste. Sur la question, si vous êtes d'accord, bien sûr. Et puis, l'autre question, c'était sur la question de la limite. Alors, moi, je me souviens, j'avais un psychiatre qui m'enseignait. Quand on commence à parler de quelque chose, les carottes sont cuites. C'est-à-dire que quand on commence à chercher la limite, on est sûr qu'on ne va pas la trouver. Donc, c'est quelque chose qui est implicite dans l'institution. Ce n'est pas quelque chose qui est objectivable. Et comme on a un esprit scientifique aujourd'hui, eh ben, on objective tout. Et donc, on se saisit d'un problème, on l'objective et on va parler autour du problème. Et après, ça, c'est. Et donc, derrière la question de la limite, c'est la question de la différence. D'ailleurs, vous l'avez presque dit. Dire qu'en effet, on refuse cette différence parce qu'elle fait souffrir. Clairement. Alors, bien entendu, c'est le fait. Clairement. Clairement. C'est tout. C'est bon. Je là. Mais juste pour dire, avant, on parlait de savant. Oui. C'est-à-dire du côté du savoir. Et les glissants de mots, c'est très important. Aujourd'hui, on L'expert. parle du scientifique. Scientifique, oui. Expliquez-moi ce que c'est. Alors moi, j'ai pas la réponse là. Non, non, mais vous décrivez très bien les choses. Vous montrez bien le poids de l'impact du discours social Et on le tire. qui vient véritablement subvertir ce travail qui devrait être toujours à faire, comme je l'ai appelé tout à l'heure, de ce deuil d'un objet inaugural qui n'existe pas, eh bien, il se trouve complètement subverti aujourd'hui par l'appel à ce qu'il doit toujours bien y avoir quelque part la possibilité de répondre positivement, comme ce soit l'exemple, ou que ce soit tout ce qui est du côté des recherches de la mort, qui ne sera plus la mort, enfin, tout ce que vous connaissez du côté des transhumanismes. C'est ça. C'est-à-dire, c'est le remplacement du discours social dans lequel nous fonctionnons, qui rappelait qu'il y avait toujours à supporter l'absence de l'objet, par aujourd'hui la multiplication par la société de consommation, par toute une série de choses de l'objet. Ce qui veut dire que du coup, c'est un privilège accordé au maternel, qui est toujours là dans la position où la mère va apporter ce qu'il faut à l'enfant. Elle le fait à un moment donné d'ailleurs, mais il faut aussi qu'elle y renonce. Et en général, les mères savent très bien qu'elles ne doivent pas se contenter d'une relation où elles vont pourvoyer leur enfant.
Pour le pouvoir. Mais il y a une expression qui lui vient très bien, on parle de forfait illimité. Oui, complètement. Ouais. C'est un vrai forfait. C'est-à-dire au sens propre, c'est un forfait, Hum. forfaiture. J'avais compté une fois les nombres de publicités, alors je me rappelle plus de mon calcul, hein, mais j'avais regardé combien de fois dans la publicité la notion de non-limite c'était très important. Donc forfait illimité, sans limite, plein de, voilà, et j'avais regardé et c'était très très important. C'est le mot d'ordre de C'est le de mot la d'ordre. Ça faisait vraiment publicité. mot d'ordre, effectivement. Donc, formulé de façon différente, mais vraiment, allez-y, consommez. Alors, juste pour revenir sur les parents, parce que je trouve ça très juste, il y a toute une. À un moment, j'essaye de décliner. D'ailleurs, à un moment, j'ai presque regretté cette page-là. Je me suis posé la question si j'allais demander à Jean-Pierre Lebrun de l'enlever, mais je l'ai laissé, en fait, parce que ça faisait partie de ma réflexion. Euh, je dis que je regarde mes contemporains et que je vois quand même cette difficulté à poser la limite, hein, et je prends plusieurs exemples. Voilà. Je prends l'exemple, par exemple, que je voyais de plus en plus, je ne suis pas capable de le prouver, hein, mais vous allez peut-être me dire que je voyais de plus en plus d'enfants d'enfants de 4 5 ans en poussette. Voilà. Où le môme, il marche plus, quoi. Il pourrait marcher, mais il marche plus, il va dans la poussette, quoi. Euh, où ils sont ils pleurent plus, il est avec son portable. Voilà, on voit ça. Donc, je donne quelques exemples comme ça. J'ai regretté un peu pour cette raison-là. Et en fait, je dis, mais en fait, il faut rendre justice à ses parents. Ils ne sont que le produit, comme je le suis, d'une société qui nous pousse à faire ça. Donc, je suis pas mieux que les autres, en fait, hein. Probablement qu'avec mes filles, j'ai en partie fonctionné comme ça. Voilà. Oui, allez-y, allez-y, oui. Levez-vous, ça. Je peux dire qu'il y a la question de. Parlez fort, parce que Ah, mais j'avais l'impression justement de parler fort, mais je viens de moi, de fort. Donc du coup, ça interroge la question, effectivement, en tant qu'éducateur, dans notre relation avec l'enfant qu'on accompagne, et notamment, je pense au milieu ouvert, là, quand on travaille aussi, on accompagne aussi les parents. En fait. Et donc ça ouvre la question, si on parle de l'exercice de l'autorité, comment on accompagne les parents, Complètement. qui est une autre encore relation, un autre enjeu, eux, dans leur propre exercice de l'autorité. Voilà, Il y a un exemple dans le livre où on parle justement de cette question de l'autorité avec Jean-Pierre Lebrun, et je donne un exemple de milieu ouvert. Et je donne l'exemple d'une maman très en difficulté qui a une adolescente qui part la nuit, enfin vous connaissez quoi, hein, qui fait n'importe quoi, et elle est très inquiète, cette maman-là. Et je dis, ma seule fonction n'a pas été d'éduquer l'enfant, mais a été de soutenir, et pas, on n'éduque pas les parents, hein. À éduquer, on éduque des enfants, on n'éduque pas des parents, on soutient des parents, on accompagne. Moi, j'y tiens beaucoup, hein. Euh, de soutenir cette mère pour qu'elle pose un cadre qu'elle posait bien d'ailleurs, sauf qu'elle était toute seule. Et poser un cadre toute seule, poser des limites toute seule, jouer les deux rôles, c'est difficile. Et donc, elle s'est servie de moi pour dire, déjà pour légitimer des prises de décision qu'elle avait prises, mais pour se sentir, vous l'avez fait, je suis sûr ça, hein. Hein, voilà. Et en fait, au bout du compte, bien sûr que la gamine, ça s'est pas fait tout ça, mais la gamine, comme voilà, je dis gamine, hein, mais l'adolescente, hein, comme beaucoup d'adolescents, cherchait les nuits et elle les a trouvées. Sa mère a tenu, voilà, et ben ça s'est apaisé, hein. Alors, des fois, ça s'est pas apaisé, hein, mais en l'occurrence, là, ça s'était apaisé. Je trouvais que c'était un bon exemple pour dire que moi, j'ai pas travaillé en direct avec l'adolescente, bien sûr que je la voyais, mais ma principale fonction d'éducateur à l'époque, c'était de soutenir la mère dans l'autorité qui était la sienne et seulement la sienne. Attention de pas, parce qu'on dit beaucoup de choses autour de l'autorité parentale, mais qu'est-ce qu'on passe de temps à la limiter, hein, à faire à la place d'eux. Hein, c'est mon grand créneau, ça, hein. Je dis toujours à mes collègues, est-ce que vous avez demandé aux parents? Hein, avant de délivrer les parents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Voilà. Parce qu'il faut que nous, on fait partie du discours social, hein. Donc on doit participer à légitimer les parents dans l'autorité. Et c'est pas toujours facile. Ça répond à votre question? oui, oui, c'est ça. Et c'est en lien avec tout ce que vous avez décrit, mais soit qui, là, vous avez un exemple plutôt optimiste et positif. Des fois, c'est pas. La pesanteur et la puissance de tout ce que vous avez décrit juste avant fait qu'il y a des parents qui sont démunis et on se sent soi-même un peu démunis Tout à fait. par rapport à la place. On est d'accord. Voilà. Je vais le soutenir. Mais que j'ai appelé par à un moment donné disparition de l'évidence parentale. Mm. 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 Parce qu'enfin, écoutez, c'est quand même extraordinaire. Nous sommes la première société, depuis que le monde est monde, qui veille à faire des formations pour être les parents.
vous reportez ça de 200 ans en arrière, vous vous dites, mais c'est quoi cette histoire-là? Les parents savaient intuitivement ce qu'ils avaient pour faire pour être parents. C'est bien la preuve que nous dénaturons les choses, que nous les abîmons dans leur réalité pleine, et que nous devons donc créer du coup toute une série de Vous voulez dire quelque super. chose là-dessus? C'est que je tempérais ça par l'idée que les enfants n'étaient pas traités comme des enfants. Et la question de l'adolescence a émergé quand même au début du XXe siècle. Moi, ça me faisait penser, j'associais là dans toutes ces réflexions sur le fait, est-ce que tous les parents sont défaillants? Oui, non, je suis pas très portée sur les séries, mais j'ai regardé la série Netflix sur l'essence. Je vous le conseille parce que c'est assez remarquable sur le fait que, au fond, c'est un couple de parents, a priori, de lambda britannique. Je ne suis pas mais comment finalement, alors je suis désolée de ce terme de complexité, il y a une complexité liée au processus adolescent dans notre société contemporaine, liée à la toute-puissance de l'adolescent, hein. On est pris dans ce flou, c'est pour ça que j'insistais là-dessus, ce flou, les repérages identificatoires Complètement. au-delà de la famille. C'est-à-dire Complètement. qu'on a un discours Absolument, on est d'accord, hein. homme-femme, c'est pareil. Soit on va du côté de Trump actuellement, hein, on est On a sur l'autre. et oui, dictateur et on Hum. décide comment on doit penser. Et il y a une sorte comme ça de tour de passe-passe en ce moment qui nous échappe pas mal et assez préoccupant, je suis assez d'accord. Et je pense qu'au fond, alors là où je suis un peu plus optimiste, c'est que je me dis quand même, l'être humain a un corps, il est un être de langage, mais il a aussi un corps. Et le corps, il a des limites. Et peut-être là, on peut travailler Oui, quelque oui. chose. Hum. C'est ce que Melmond disait en disant que c'est grâce aux limites corporelles qu'on limitait la psychose. Hum. Parce que il y avait auquel les gens Mais pris dans cette nouvelle économie se tenaient. je me permets, vous avez raison, je me permets de rebondir concernant l'ouvrage, on parle beaucoup d'adolescence, hein, parce que je pense qu'ils nous disent vraiment quelque chose des mutations de notre société. Ils sont le reflet. Mais oui, ils sont le reflet de la société qu'on leur laisse. Moi, je suis très gêné avec alors, je vais le dire, je vais me faire un discours. Je suis très gêné avec le discours actuel autour des adolescents et non des adolescents violents. Mais très gêné. Vraiment, je suis très gêné parce que Les adolescents, quoi. les adolescents violents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut pénaliser les moins de 18 ans. C'est-à-dire que des adultes qui ne veulent plus être des adultes vont finir par demander à des enfants d'être des adultes. Je suis clair quand je dis ça? Ouais. Voilà. Et on est dans le retournement. C'est-à-dire qu'on a des gens, même très haut placés, qui se comportent comme des gamins. On en parlait il n'y a pas longtemps, qui se comportent comme des gamins, où il y a les vilains et les gentils. Enfin, on entend des choses comme ça. Hein, je vais être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Enfin, on est dans ce vocabulaire-là. Et on va demander à des adultes de 16 ans, on va leur dire, on va les mettre aux assises comme des adultes. Je ne comprends pas. Hannah Arendt, elle a dit qu'il y a une différence entre des adultes et des enfants. C'est la base de notre société démocratique. C'est la base de notre société démocratique. Et on est en train de foutre en l'air ça. Même ça, on est en train de le foutre en l'air. Donc voilà. Et je suis désolé de vous avoir. Ouais. Je me lève. Je reviens un tout petit peu en arrière quand vous avez dit, je pense, vous avez dit que c'était intuitif depuis la nuit des temps que les parents savaient être pas. Ne serait-ce qu'au Moyen Âge, les bébés étaient emmaillotés Mm. et ils étaient suspendus pendant que leurs parents allaient au champ. Ils étaient suspendus à des crochets pour qu'ils ne soient pas mangés par les rats. Et donc, le bébé n'était ni stimulé, il n'avait pas cette connaissance d'un bébé, de la vie intérieure d'un bébé. Maintenant, on le sait, hein, un bébé qui n'a pas d'affection, les troubles de l'attachement, enfin, on sait tout ce que ça provoque. Donc, je ne crois pas que c'était forcément intuitif. Chaque société possède de ce qu'elle connaît, de ce qu'elle sait. Et voilà, et qu'est-ce qui est réellement intuitif? Est-ce que l'instinct maternel est intuitif? Je me pose la question, je ne sais pas. Ce que vous dites me pose énormément j'ai plein de questions à vous poser, mais je pense que, et je trouve que c'est assez, vous dites des choses qui, pour moi, sont paradoxales. Vous dites des choses auxquelles j'adhère, je me dis, ah oui, oui, et vous dites des choses qui me font retomber
Le soufflet, un petit peu comme ça. Idem avec. Alors, je n'ai pas lu hein, enfin, je n'ai pas lu ce que vous avez montré sur effectivement ce qui se passe actuellement aux États-Unis et les mots bannis par Trump. Et c'est quelqu'un qui disait que mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Oui. Mais à la fois, vous dites que, voilà, et j'entends ce que vous dites, je sais que les Trump, c'est juste abominable, et ça j'entends. Mais paradoxalement, alors comment je vais le dire, c'est mon ressenti, ça n'engage que moi, mais paradoxalement, dans la liste des mots barrés que je n'ai pas vus, hein, des mots interdits, je suis assez sûre qu'il y a des mots qui sont liés à la liberté individuelle, Sûr. enfin, d'expression de soi. Oui, oui. Sûr. Mais du coup, c'est paradoxal quand j'ai beaucoup de mal à. Alors oui, le père et la mère qui a dit qu'il fallait, mais je comprends aussi, mais avec notre temps, on propose des choses différentes. Je crois que les Américains parlaient du significant other. Ça, c'est très intéressant, le significant other. C'est celui qui est important pour toi. Et nous, les enfants que nous accompagnons, on leur demande souvent qui est important pour toi. Hein? Qu'est-ce qui fait représentation maternelle et paternelle? Fonction, pardon, excusez-moi, Non, mais c'est pas grave. terme adapté. Mais ça, c'est pas forcément. Enfin, en fait, qu'est-ce qui est grave d'avoir un éventail de mots supplémentaires sans en supprimer? Vous voyez, parce qu'effectivement, et vous l'avez très bien dit, c'est vrai que je dis que c'est paradoxal, parce que j'ai l'impression de faire un peu du ping-pong. Vous dites des choses où je me dis, bah, je suis tout à fait d'accord, l'affection. C'est un dialogue, hein. Et sur la bonne distance, moi aussi, c'est quelque chose qui m'a parlé, en tout cas beaucoup moins que la juste proximité. Et enfin, on y arrive. Donc, il y a plein de choses que vous dites, mais en même temps, il y a quelque chose de paradoxal. Je ne comprends pas bien non plus. Mais du coup, j'allais vous dire, qu'est-ce que vous pensez de la théorie du pas de côté? En tant qu'éducateur, on applique constamment, puisqu'on on travaille avec des enfants qui, effectivement, ont souvent été infusés et tractés. Donc, la loi symbolique, elle a été bousillée dès le début, la loi symbolique. Mais si on reste simplement dans des limites euh, plus classiques pour des enfants, enfin, on fait toute la théorie. J'aime beaucoup, il y a des statues à Nantes. Oui, bon, L'œuvre du pas de côté. je suis nantais, hein. Eh ben, Bah, bien sûr, elle est très belle. vous voyez le lien que je fais Bien sûr. et du coup, j'ai du mal à me situer dans ce que vous dites. Il y a des moments où ça. Et puis des moments où j'ai l'impression. Par exemple, notamment sur ce que vous évoquez sur les enfants qui sont en quête de leur identité de genre. Je n'arrive pas à percevoir exactement ce que vous dites. Enfin, ça me pose question. Je n'arrive pas bien à comprendre ce que vous essayez de nous dire. Voilà. J'ai plein de questions, mais enfin, j'ai pas de réponse. C'est un dialogue, donc j'ai besoin d'être un peu éclairée. Mais sur l'identité de genre, ce qui est intéressant simplement, c'est déjà de se rendre compte que c'est une nouveauté. Ça n'existait pas il y a encore 25-30 ans. Il y avait des gens qui... Comment? C'est tout. C'est une Non. Est-ce que c'est pas ce qui se passait à l'intérieur des êtres qui n'étaient pas peut-être en possibilité de pouvoir l'exprimer? Parce que maintenant, on a conceptualisé, les sociétés avancent, on comprend des choses, on comprend que le bébé a déjà une vie utérine. Et qu'effectivement, il ne viendrait plus à l'idée d'approcher nos enfants en les nouant et en les contraignant dans des petits bandages. On ne fait plus ça maintenant, on les stimule depuis même la Bébé, ouais, voilà. Pareil, enfin, moi, je n'ai aucune certitude. Vous dites que ça n'existait pas avant, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des êtres. Peut-être que les êtres, c'est Mais des milliards d'êtres vous pouvez avoir les questions. sans mettre des mots, parce qu'il n'y avait pas de mots. Et c'est ça, moi, je trouve intéressant, c'est de créer des mots qui comprendre mieux et de s'ouvrir et d'ouvrir. Là, on va rentrer sur un débat. Attention, il faut faire attention quand on crée des nouveaux mots, si on crée des mots qui se tiennent toujours compte du réel. Quand on dit, par exemple, que les enfants sont liés à une assignation de sexe, il n'y a pas d'assignation par personne là-dedans. C'est un abus de terme. Le réel, c'est une anatomie, c'est comme ça, voilà, on n'a pas décidé. À partir de là, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de parents ils ont assigné, pas plus de médecins qui ont assigné ça. Ça se pose éventuellement dans certains cas très rarissimes, bon, où il y a une incertitude quant au sexe. Mais sinon, c'est ça, c'est qu'avec les mots que nous construisons aujourd'hui,
peut-être nouveaux et parfois ils sont opérants, mais c'est parfois comme si du coup on faisait disparaître que ces mots étaient nés d'un avant des mots. Ils étaient nés dans une histoire. Excusez-moi, je trouve que vous orientez un peu un discours dans un sens un petit peu idéologique. Ah, tiens, Non, mais désolé. oui. C'est-à-dire que l'altérité, c'est aussi reconnaître les différences. Et que les nouveaux mots qui naissent, puisque vous parlez de nouveauté, et je regrette que vous n'ayez pas du tout parlé de liberté dans votre présentation. Parce que ces changements, ils se sont aussi accompagnés de liberté. Et oui, la liberté, elle insécurise. Oui, la liberté, elle offre des possibles. Les nouveaux mots qu'il peut y avoir, c'est très certainement parce qu'ils permettent de reconnaître des choses qui étaient auparavant et cachées. Ça, c'est pas sûr. C'est pas d'office vrai. Et qui sont une Je suis forme désolé. d'altérité et de reconnaissance de l'altérité. Mais je ne serais pas d'accord avec vous, je le pense. Mais en tout cas, débat. C'est moi qui ne serais pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que, non, non, il n'y a pas là-dessus. Qu'on est liberté. Et, et, et voilà. Et Mais c'est pas. attendez, Alors, est-ce que je peux faire référence parce que on a cité des films. Et notamment, ça répond peut-être à cette question, et je le dirai autrement, parce que dans ce qu'on dit, je crois qu'il faut, on peut ne pas être d'accord là-dessus. Euh, un être humain, quand il vient au monde, ne naît pas seul. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a bien évidemment un certain discours qui l'accueille, et cet enfant va adresser à ses parents un certain discours à leur égard. Je prends comme référence le fameux livre, enfin le fameux film qui s'appelle Sacha. Certains l'ont vu, pas tous, mais pour moi, mais on peut ne pas être d'accord, hein, on va te le dire, c'est l'histoire d'un garçon qui se prend pour une petite fille qui le dit. Voilà, je suis une fille. Et en début de film, il y a cette maman qui, très intelligente, fait le lien devant l'autorité médicale, notamment, en disant, il faut savoir que avant que Sacha ne vienne au monde, j'étais enceinte d'une petite fille et je l'ai perdue. Sacha arrive et fait, semble-t-il, don de sa personne, comme on dit, comme certaines personnes le font dans l'histoire, don de sa personne pour être effectivement la petite fille qui manquait à cette mère. Et cette mère insiste en disant, mais il n'y a pas un lien entre ce vœu et cette constatation que je n'aurais pas cette fille que je désirais et qui persiste dans son identité à prétendre qu'elle est une petite fille. Et elle va tomber, comme vous le savez, sur différents moments où l'autorité médicale va dire il n'y a pas de rapport, madame, vraiment, déculpabilisez-vous, il n'y a pas de lien entre ce que vous nous dites et ce que vous constatez. Ce que je trouve, pour ma part, aberrant. En tant que psychanalyste, aussi, je suis sensible à ce qu'une personne avance, dit, cette femme apporte sur un plateau quelque chose qui la torturera, à mon avis, bien longtemps. Et du coup, je trouve assassin, je mesure le terme, de renvoyer cette femme en disant on ne voit pas le rapport au nom d'un discours médical qui aujourd'hui a pris les devants sur cette question-là. La question de genre, qui a été traitée maintes et maintes fois, c'était pas alors. C'est là où effectivement on peut ne pas être d'accord. Est-ce qu'on est tous les uns les autres avec cette question en nous et on n'a pas besoin, il n'y a pas d'adresse de devenir homme-femme, on évoluerait dans un discours relativement neutre et on pousserait homme ou on pousserait femme, et puis voilà, indépendamment de l'anatomie. Alors c'est là où effectivement il faut prendre position. Je suis plutôt d'avis que ce que montre mon congénère est en partie, et mes enfants en partie s'adressent à moi et me disent quelque chose parce qu'ils me demandent, je me disais par rapport à la nuit,
À savoir, c'est une question à l'autre. À savoir, est-ce que on peut effectivement évoluer homme-femme sans avoir une question adressée à l'autre? Je ne le pense pas. Et cliniquement, c'est plutôt avéré. Et ce film le montre admirablement. Donc, je ne sais pas si je réponds en partie à cette question, ni à la question du monsieur, mais j'ai envie de vous dire ça parce que c'est une question fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui, on a affaire à des enfants qui peuvent pousser comme ça, comme une graine, et elle a bien poussé, elle a mal poussé, ou on reste du côté de l'humanité, à savoir que toute production intègre une adresse. Et cette adresse, il faut la trouver. C'est quelque chose de différent. C'est pas quelque chose, il suffit de lire Orlando pour savoir que c'est pas quelque chose de contemporain, cette question. Ce qui est contemporain, c'est la science. Vous l'évoquiez, avec les hormones, on peut changer le genre avec une histotique. C'est vrai. Voilà. Mais il y aurait plein d'autres sujets. Ah oui, oui. Voilà, Moi, je vais essayer de. la science, Je pense que la science change les choses, je suis assez d'accord. très important peut-être, c'est que dans ces services, et Sacha effectivement est révélateur là-dessus, ça se passe en France, à Paris, c'est Robert Debré, c'est que dans ces services-là, ce sont des médecins qui sont militants. C'est un biais terrible, hein, et je oublie pas que c'est important, mais c'est vrai que ils ont cette cécité-là parce qu'ils sont militants pour accompagner cet enfant et ils pensent qu'ils aident cet enfant à changer de sexe. Voilà. Mais la question radicale que tout ça pose finalement, c'est est-ce qu'on croit qu'on va être libre de tout? Est-ce qu'on a le droit de laisser cette croyance exister? Moi, je peux me permettre de réagir, madame? Ah. On peut pas être libre de tout. La liberté des uns, comment cela s'arrête la liberté, Là, la ça liberté suffit des pas. autres, c'est plus. Oui, 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 oui. Bien sûr qu'on ne peut pas être libre de tout, sinon on ne peut pas faire société. Vous parliez justement de l'énoncement, de comment on accompagne l'enfant et puis même l'adulte sur des renoncements. Là-dessus, je crois que nous sommes fondamentalement d'accord. Mais c'est étonnant la manière dont vous êtes assez radical. Donc, c'est ça, on est libre de tout. C'est comme s'il n'y avait pas de nuance. Et bien évidemment qu'on ne peut pas être libre de tout, on ne peut pas être libre d'inceste, qui est la loi symbolique, qui est bafouée dès le départ, bien sûr. Heureusement qu'on n'est pas libre de tout. On n'est pas libre de s'énerver et de faire du mal, bien sûr. Là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord, mais ne pas être libre de tout, il y a de la nuance, ça veut pas, on a aussi des libertés qui effectivement coïncident à des avancées scientifiques, que monsieur explique très bien, et aussi à des luttes par l'humanité, mais c'est qui lutte justement pour que ces libertés soient. Enfin, c'est extrêmement important. Les enfants, son enfance, s'il y avait pas, si on n'avait pas lutté à un moment pour qu'ils soient accueillis dans des conditions qui soient humaines, enfin, empreintes d'humanité et de bienveillance, enfin, avant, il fallait, enfin, c'était quand même autre chose. Ah, clairement. Personne ne pouvait maintenant moitié. Heureusement, mais c'est ça que, c'est-à-dire que j'entends pas assez de nuances, mais peut-être que c'est moi, on comprend pas bien les choses, mais je trouve que ça manque de nuances. C'est pas plus de liberté. Enfin, évidemment qu'on n'est pas libre de tout, mais il y a des choses, c'est au-delà de la liberté, c'est immanent. Oui, mais donc, prenons un exemple, puisque vous parlez tout à fait vivant, une vraie question. On devrait pouvoir la poser. Est-ce que ça aide quelqu'un qui peut-être se sent de genre différent et qui a toutes les possibilités de mener ça comme il veut? Ça va le changer quelque chose si on lui intervient par les nouveaux moyens qu'on a mis aujourd'hui sur pied, avec toute une série de conséquences très lourdes aussi. Est-ce que ça va changer quelque chose? En témoigner, il faut demander aux personnes qui traversent cette épreuve. J'ai déjà une épreuve humaine, puisque c'est précis dans votre reconnaître dans sa singularité. Je n'ai pas la réponse, mais ça. Non, mais Mais en tout cas, j'ai la question. Moi, j'ai la question. Et on est
Euh, Effectivement, on voit bien que ces questions-là sont difficiles, hein, et je pense qu'il faut respecter la position de chacun. Moi, ma position en tant que professionnel de l'éducation, hein, moi, les adultes, à vrai dire, il y a de nouvelles libertés, tant mieux. Enfin, que le respect de la différence, c'est fondamental. Moi, j'y tiens presque comme la prunelle de mes yeux, hein. Voilà. Ce qui m'inquiète un tout petit peu plus, c'est que, par exemple, nos adolescents soient pris dans nos discussions et dans le courant idéologique, quel qu'il soit, quel qu'il soit, hein. Voilà. Et en fait, ma question, par exemple, pour la transition de genre, hein, enfin, une transition, parce que faut qu'on arrive à différencier ce que du sexe, ce qui est du genre, c'est-à-dire le sentiment d'être d'un autre sexe, même voilà. Bon, moi, je pense que ça a toujours existé, hein, mais par contre, c'est mis en avant aujourd'hui, pour plein de raisons. J'ai pas à juger ça, moi, il y a pour plein de raisons. Ce qui m'ennuie un peu plus, ce qui m'ennuie en tout cas, c'est à l'adolescence, quand on va trop vite, quand on prend acte. Vous voyez, quand on prend acte qu'un adolescent de 14 ans dit je veux changer de sexe et que toute une société va en faire un étendard pour dire tu as le droit. Ça me gêne parce que ça peut être irrévocable. En revanche, que moi, un adulte de 30 ans, de 20 ans, ils disent je veux changer de sexe parce que je me sens femme et je suis né homme. Bah oui, la nature, elle joue de drôles de tours et c'est comme ça. Moi, accompagnons ces personnes, faisons en sorte de leur faire une place, toute la place qu'ils méritent, comme tout le monde. Enfin, moi, j'ai pas de souci. Enfin, ouais, faut bien s'entendre sur les. Vous voyez, je suis clair quand je dis ça. L'association d'Intoxtel, il y avait eu une rencontre qui avait été organisée avec un médecin. Alors malheureusement, je ne vais plus me souvenir parce que ça fait au moins une petite dizaine d'années. Mais c'était très intéressant. C'était un médecin qui accompagne sur Paris et donc qui travaillait avec le SAPEJ. Donc c'était vraiment, il était venu et il expliquait. Donc c'était les prémices aussi de cet accompagnement. Bien, moi, ce que j'en avais compris, mais peut-être que les choses ont évolué dans le sens que vous dites, c'est qu'en tout cas, les accompagnements ne démarraient certainement pas à 14 ans. Enfin, en tout cas, il avait signifié que c'était beaucoup plus tardivement, Bien sûr. puisque justement, il y avait tout un tas de changements en eau, l'adolescence, vous avez évoqué tout ça, et il me semblait que c'était un parcours du combattant, c'est-à-dire que pour arriver du moment de l'expression du souhait, de la volonté de changer de sexe jusqu'à la chirurgie, La chirurgie ou les hormones. qui est radical dans le changement, se passait de nombreuses années, effectivement sous l'égide de psychiatres, plusieurs psychiatres, enfin, c'était collégial, et qu'ils faisaient très attention à ça, parce qu'il peut se passer énormément de choses. Alors, peut-être qu'entre-temps, les choses ont changé, et je ne suis pas je ne sais pas en fait ce qui se passe dans le milieu médical, je ne suis pas pointue, mais en tout cas, moi, le médecin du Liénon et qui est venu me présenter tous ces dispositifs, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, d'extrêmement long, qui ne peut pas démarrer en deçà, je crois même, de la majorité à minima à l'époque. Peut-être que les choses ont changé, mais en tout cas, je ne voyais pas ça comme il n'y a pas de. Non, je crois pas qu'il y ait comme ça. Non, mais je suis d'accord. Enfin, Sur cette bah, longueur, ça mais vous voyez, c'est intéressant parce que souvent ça se centre là-dessus parce que c'est un fait de société. Et moi, je trouve ça intéressant comme fait de société. Mais ça veut dire que ça témoigne quelque chose de notre société en cours. Ma question en tant qu'éducateur et bon, dans le champ éducatif, c'est attention que les questions sociales ne viennent pas figer parce que les adolescents captent ça, voilà, et qu'ils ne deviennent pas prisonniers d'un débat qui est ceux d'adultes, en fait, et de combats, voilà, de d'autres combats, et qui seraient du prosélytisme. Voilà. Et non, mais moi, je reproche personne à rien. Et je vous donne par exemple un exemple dans le livre, et c'est pas tant la lutte dont vous parlez, voilà, moi, je trouve ça bien, mais par exemple, quand au nom de cette lutte-là, on dit, parce que je l'ai pris dans un texte, l'autorité parentale contrarie l'autodétermination de l'enfant. Là, ça me gêne. Vous voyez? Et c'est pas parce que. Attends, non, mais complètement. Mais non, parce que l'inventisme, c'est. je finis. Justement pour mettre de la nuance. Parce que si on se coupe, on n'arrive pas à avoir de nuance. Il faut qu'on ait de la nuance. Et je dis ça, je suis pas d'accord. Mais je dis pas, on dit pas, je suis pas d'accord avec tout le reste. Je dis ça, c'est pas possible.
Parce que là, on est en train de faire de débats adultes et de combats idéologiques qui peuvent s'entendre. On prend les mots et on s'en sert en fait pour faire du prosélytisme et ça devient des étendards. Et là, ça, moi, je suis pas d'accord. Et que à l'adolescence, il me semble, et c'est comme ça, je crois que je finis ce petit passage-là, je dis, euh, ne donnons pas une réponse à ce gamin-là avant d'avoir posé la question. Parce que derrière ça, derrière la volonté de changer de sexe, qui peut être tout à fait réelle, il peut y avoir 1000 questions. Mais bien sûr. C'est tout ce que... D'accord? Ouais. C'est passionnant. Voilà. Oh là là. Oui, Il y avait une question là-bas. on s'était engagé à un créneau de 20 heures. Ça ne vous empêche pas de rester. On a même prévu un pot. Vous pouvez continuer à discuter Oh là là. entre vous et avec nos intervenants. Et je vous remercie toutes et tous d'être venus, d'avoir permis à ce pari d'être une grande réussite par la liberté de propos et la richesse du dialogue qui s'est instauré. Merci à nos intervenants. Merci à vous. Merci.